dégguma fii la. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'information, la totale dimanche au sommaire de ce numéro. Donc confraternellement accordé pour la première fois dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or, le prix Socrate décerné à l'international sénégalais Sadio Mané pour ses œuvres sociales, prétexte pour parler du social au Sénégal, l'engagement des influenceurs de plus en plus dans les œuvres caritatives entre autres. On en parle tout à l'heure. Et dans Coin Éco, recette du pétrole dans le budget 2023. Ça y est, le pétrole rapporte. Les premières gouttes sont attendues en 2023 comme prévu dans le PSE révisé. Par conséquent, le budget en gestation intègre les recettes de l'or noir dans les investissements d'État. Dans Coin Éco, on fera le point de ces recettes attendues à suivre dans un instant. Et dans Bouillon Culture, la barbe, signe de sagesse ou effet de mode chez les plus jeunes, surtout de plus en plus adoptée par les hommes des jeunes aux plus vieux. À suivre le reportage d'Aïssa Toukan suivi d'explications dans Bouillon Culture. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, confraternellement ce soir, accordé pour la première fois dans l'histoire du Ballon d'Or. Le prix Socrate a été décerné à Sadio Mané pour son engagement pour son pays, le Sénégal, mais aussi pour son Bambali natal, une fierté pour son peuple, mais aussi pour tous les champions du social au Sénégal. Le reportage est signé Khadija Ndakdiouf. Sadio Mané. La teranga sénégalaise a encore triomphé. Le prix Socrates attribué aux footballeurs et footballeuses engagés dans les projets sociétaux et caritatifs atterrit dans les mains de Sadio Mané. Un honneur pour le Sénégal. Ça fait vraiment plaisir et de voir Sadio Mané recevoir ce premier trophée, ce premier prix, cette première distinction. C'est quelqu'un qui aujourd'hui qui est très social et qui fait beaucoup de bien dans sa communauté, dans notre communauté, parce que les œuvres qu'il fait et les actions qu'il est en train de poser se passent la plupart du temps au Sénégal. Donc du coup, vraiment, on le félicite. Et là, c'est bien qu'on pense à d'autres distinctions comme celle-ci, c'est-à-dire du prix Socrates qui se passe hors terrain. 13 années pendant lesquelles il s'est investi dans le social, cet international sénégalais fondateur de l'association Marmite du Cœur parle d'une autre vie différente du foot. Avec notre parcours et avec notre nom et notre statut, on peut quand même faire bouger des lignes. Et par rapport à ça, moi je me suis rapidement impliqué dans le social parce que ce n'est pas que le terrain, parce qu'après le terrain aussi il y a une autre vie, donc il faut aussi s'impliquer, il faut aussi essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, sa participation, parce que tout ça c'est le développement de notre pays. Donc je dirais dans toutes les religions on parle de social, donc je ne vois pas comment on peut vivre sa vie, gagner comme on dit, ses ressources et puis ne pas aujourd'hui s'intéresser à d'autres gens qui aujourd'hui auront besoin d'un coup de main. Ils espèrent de tout cœur que les Sénégalais suivront l'exemple de Sadio Mané. Une richesse est valorisée que quand elle est partagée. C'est mon credo, comme on dit, et puis je suis content d'avoir pris ce chemin et j'espère inspirer d'autres à prendre ce chemin. On a aussi participé à ce que d'autres puissent prendre le même modèle et puis faire ça dans d'autres lieux, toujours au Sénégal. Et donc ça c'est très important et vraiment on est très fiers de nous et puis on continue encore à être sur le terrain, à diversifier nos actions. Accordé pour la première fois dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or, le prix Socrates décerné à Sadio Mané pour son engagement dans son pays et son village natal. Une fierté pour le peuple, mais également pour les champions du social.
Sadio Mané, un homme au grand cœur qui a été donc récompensé par le prix Socrates. Vous venez de le voir pour son engagement dans les œuvres caritatives. Une excellente récompense pour le jeune Sénégalais qui a brillé tout au long de ces dernières années pour ses gestes ou par ses gestes caritatifs envers les citoyens de tout le Sénégal, en particulier de son village natal Bambali. Sadio Mané qui assiste son prochain, en particulier les plus vulnérables pour nous. Donc, la question du social au Sénégal de manière générale, où les œuvres caritatives sont de plus en plus notées. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Mademba Ramata Dia, journaliste spécialiste des questions de société. Bonsoir, Monsieur Dia, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de ITV et ceux qui vous suivent sur vos plateformes. Alors, merci. Vous venez de le voir avec nous, les œuvres caritatives, Sadio Mané, qui a été donc récompensé par le prix Socrates. Votre sentiment d'abord par rapport à cette distinction? Sadio Mané a été récompensé par le prix Socrates. Mais avant de parler de ce prix, je crois qu'on ne peut a priori parler d'un événement sans se référer à la semence qu'il a engendrée et certainement à l'histoire qu'il a façonnée. Maintenant, si tout événement dépend de cette philosophie, force est de reconnaître que le prix Socrates est la résultante d'une œuvre humaine et d'un talent qu'on appelle Socrates, un footballeur brésilien. Il a marqué son époque par son talent. Il a été une virtuose du ballon d'or, il a été un génie. Au-delà de s'être illustré sur le terrain du football, il s'est illustré par des actions caritatives humanitaires. Parce que si on interroge l'histoire, on se rend compte que Socrate pour les Français, a marqué le football mondial. Nous, à l'époque, on était très jeunes quand même, parce qu'on était au lycée. Il y avait la finale 1982 entre l'Italie et le Brésil. À l'époque, on aimait aussi écouter Ablaye Diaw qui nous parlait des Falcao, des Zico, des Junior, des Eder et des Serenzo, etc. Ensuite, du côté de l'État aussi, Ablaye Diaw nous entretenait toujours, Ablaye Diaw qu'il ait une longue vie, Ablaye Diaw nous entretenait toujours de Paolo Rossi. Donc, ça réveille des souvenirs en nous. Donc, Socrate a été un médecin. Ensuite, il a été professionnel de football. C'est le seul joueur au monde à qui on ne permettait pas de s'attenter aux entraînements et de jouer. Parce que ses études à l'université, à la faculté de médecine, il n'avait pas le temps. Donc ça veut dire qu'il était... Donc une fois décroché en 1989, il s'est mis à faire des actions de bienfaisance en faveur des favelas, ce qu'on appelle chez nous des quartiers flottants. Maintenant, en hommage à ces actions qu'il a rendues à l'humanité, c'est pour cela que France Football lui a donné le nom du prix Socrates à ses bienfaiteurs. Et Sadio Mané en est bénéficiaire. Il a été le premier lauréat. Pourquoi Sadio Mané? Parce que Sadio Mané est un fils du Sénégal, né dans un village qu'on appelle Bambali, qui a connu des moments difficiles dans sa vie avant de venir au Sénégal pour jouer au football, ensuite aller en Génération Foot et de là à partir dans l'Hexagone, ou bien en Angleterre, où il a fait des merveilles. Sadio Mané s'est illustré par ailleurs sur des choses sociales. Bon, on se rappelle qu'il a eu à financer un hôpital moderne, ultra moderne, à hauteur de 500 millions. Sadio Mané a fait un lycée, a construit un lycée dans son village pour
une valeur de 152 892 000. Et des bourses familiales. Il donne des bourses familiales, il donne des pécules à chaque famille. Donc, sans compte aussi qu'il a fait un réseau de Wi-Fi pour tous les villages, pour qu'ils soient connectés à l'Internet et que ses parents, ses frères, soient à l'ère de la modernité, à l'ère de la connexion, pour que tout le monde abonne. Ça veut dire que c'est un homme qui est versé vers le social. C'est un humaniste hors pair qui sait que la vie, ce n'est pas pour soi-même. Vivre, c'est aussi pour les autres. Et subitement, vous me permettrez? Oui, bien sûr. Je me rappelle ce que nous disait, si vous connaissez, Feu Joe Wakam. Oui. On était ensemble dans le jury d'Oscar des vacances. Il aimait dire ceci. Le vivant, c'est celui qui aide les autres à vivre. Et c'est dans ce siège que s'inscrit Sadio Mané. Et c'est merveilleux et c'est réconfortant. Et ensuite, il donne un exemple aux autres. Parce que la vie, on ne peut pas vivre sans les autres. Et nous aussi sans les autres. C'est donc la solidarité sociale est un facteur important pour le mieux vivre et le bien-être. Un facteur important. Merci beaucoup, en tout cas pour le rappel de l'histoire de Socrates et d'où vient le contexte et tout. Sadio Mané, un humaniste dans l'âme, le social et le sénégalais. On parle du Sénégal, un pays de la Teranga. La solidarité date de bien avant, mais aujourd'hui, avec l'ère du numérique, comme vous venez de le dire, nous assistons à beaucoup d'œuvres sociales, d'œuvres caritatives, de jeunes qui s'engagent dans cette voie-là de la citoyenneté, dans cette voie d'assister à son prochain de plus en plus. Aujourd'hui, d'après vous, qu'est-ce qui a provoqué cet élan d'humanisme des jeunes envers leur prochain? Bon, si on regarde bien, surtout du côté des sportifs, les sportifs sont toujours tensés pour leur revenu mirobolant et qu'ils s'adonnent à des mondanités, etc. Et à ce qu'on appelle du fashion place, quoi. Donc tout ça montre que les gens, les mentalités ont un peu changé quand même. Il y a beaucoup, en dehors de Sadio Mané, il y a aussi Neymar qui a fait de bonnes choses. Il y a aussi chez nous Gorgui Sy Dieng. On peut parler aussi de Ronaldo. Ronaldo fait beaucoup de bonnes choses sur le plan du cancer, autre chose. Donc ça veut dire que la société, nous avons besoin de nous aimer, de nous aider. Et la solidarité, elle ne se décrète pas. Elle s'assume comme une démarche volontaire. Tout ce que l'on compris œuvre dans ce sens. Et maintenant, il y a un net regain d'intérêt dans le domaine social. Et c'est heureux de le constater et d'encourager les gens et de servir d'exemple. Mais ce qu'il faut regretter, que certains en fassent, pour surtout les sportifs, en fassent un moyen de marketing pour leur carrière. Ensuite, une fois qu'ils abandonnent la pratique du sport, ils ne songent plus à faire du social, ils se terrent dans leur coin et on oublie ça. Donc, ça veut dire que c'est important de le faire. Et en tout cas, chaque être humain, chaque matin, quand on se réveille, on doit se poser cette question. Laquelle? Que dois-je faire pour rendre le monde meilleur? Pour cela, il faut combattre, comme le disait le prophète perse Zaroustra, combattre à deux niveaux. Le premier niveau est un combat interne qui consiste à combattre les actions obscures qui sont en nous. Le second niveau est un combat externe qui consiste à combattre les partisans des actions obscures. Donc, il nous faut cela pour faire un monde. Parce que dans chacun de nous dorment deux postulations, l'une vers Satan et l'une vers la divinité. Donc, partant de là, nous devons faire en sorte que le bien prime dans nos actions. Et c'est encourageant, cette jeunesse qui serait, mais que ça ne soit pas aussi... On va certains en profiter pour vivre sur le malheur des autres. Ce que j'appelle le business humanitaire, ça, il faut le déplorer. Il y a beaucoup de gens qui s'organisent, mais finalement, c'est pour leur poche, ils donnent une petite somme aux misérables qui sont là, et puis le reste, c'est la bombance, quoi. Voilà, vous venez de le souligner, au-delà de ces sportifs-là qui ont des revenus, beaucoup d'argent et autres, on voit qu'il y a des citoyens lambda qui se lancent dans ces œuvres humanitaires-là. On voit le cas de, comment je l'appellerai, Junior Djarateninch,
qui fait des œuvres caritatives, surtout dans le milieu scolaire pour la scolarisation d'enfants issus de milieux défavorisés. Parfois, il y va avec ses propres moyens, parfois, il demande l'aide de tout un chacun. Aujourd'hui, est-ce que ce genre d'actes ou d'activités ne devrait pas avoir le soutien de ces responsables politiques, des autorités de tout le pays? Parce que quand on parle d'éducation, c'est un droit pour tous les enfants, en particulier les enfants à qui leurs parents n'ont pas le moyen de les inscrire ou de les amener à l'école. Il y a deux secteurs que sont l'éducation et la santé. Malheureusement, ils sont laissés en rade dans notre pays. On devrait veiller plus sur ces secteurs-là. Et tous, moi, j'ai été vraiment charmé ces jours derniers quand j'ai vu Baragay, un nommé Baragay que je ne connais pas, bon, qui s'est investi avec un objectif fondamental, éradiquer les abris provisoires dans la région de Diourbel, dans le département de Mbacké plutôt. Ça, il a commencé à réhabiliter certaines écoles. Ça, c'est un acte salutaire. Parce que nous qui sommes du bord, moi je suis de la région de Diourbel, donc je connais les abris provisoires, ce que ça c'est. Il y a même les abris provisoires sont le nid et le refuge même des serpents. Les enfants qui sont là peuvent même cohabiter avec des serpents, c'est dangereux. Donc ça veut dire que si on arrive, si des citoyens lambda se mettent à éradiquer ça, ou bien à travailler pour son éradication, ça ce n'est que... Ensuite, ces autres citoyens aussi qui font beaucoup de choses pour les maladies chroniques, cancer, donc tout ça c'est réconfortant. Maintenant, il appartient à l'État aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive ou bien de détournement d'objectifs. Des détournements d'objectifs, on parle justement des, comment on appelle ça, les cagnottes qu'on lance de plus en plus en ligne pour assister des personnes malades ou plutôt des personnes qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à trouver un toit où vivre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nébuleuses dans ce genre d'activités sociales. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui un peu encadrer ce genre d'activités? Ça, c'est le ressort de l'État. Il faudrait qu'il veille sur ces choses-là. Parce que quand il y a de l'argent et que ce n'est pas encadré, ça peut conduire à des détournements et autres choses. Donc, c'est à l'État de veiller ça et qu'on trouve un système qui puisse permettre que l'État ait l'œil sur ça, même si c'est des actions individuelles émanant de personnes privées. Mais donc, il faudrait quand même qu'on soit... Parce que parler au nom des gens qui sont malades, ou bien parler au nom des pauvres, etc., et en faire ce que l'on veut ensuite, bon, c'est pas souhaité, quoi. Maintenant, il y a lieu de remettre tout en ordre pour que ce pays-là ne soit pas le temple du business humanitaire. Merci beaucoup, Mademba Ramata Dia. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions de société. C'était pour aborder le social et l'engagement caritatif au Sénégal de manière générale. Prétexte Sadio Mané, récompensé pour le prix Socrates. Merci beaucoup, Monsieur Dia, pour tous ces éclairages. Merci. C'était confraternellement la suite de la Totale Dimanche. Tout de suite. À présent, donc, Coin Éco qui s'intéresse aux parts des recettes issues des hydrocarbures dans le budget de l'année prochaine. La guerre des chiffres est relancée à la veille de l'ouverture donc de la session budgétaire de l'année 2022-2023 par les députés à l'Assemblée nationale. Le débat est relancé sur ces recettes des hydrocarbures dont l'exploitation est attendue dès l'année prochaine. En tournée à l'intérieur du pays, des opposants comme Ousmane Sonko et Thierno Alassane Sall ont tous dénoncé les faibles recettes qu'engendre l'exploitation du pétrole et du gaz. Il s'en est fallu de peu pour que l'État, à travers ses structures comme Petrosen Holding, réagisse. Selon la société de pétrole du Sénégal, notre pays engrangera entre 50 à 40% des profits issus de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, des chiffres confirmés
confirmé d'ailleurs par le ministère des Finances. Coin écho de la semaine, c'est un dossier signé Amadou Barry. C'est un sempiternel débat tel un serpent de mer dans l'espace public. Alors que le Sénégal s'apprête à démarrer l'exploitation des hydrocarbures, deux opposants politiques relancent la question des retombées du pétrole et du gaz. C'est le cas de Thierno Alassane Sall lors d'une sortie médiatique à Thiès en milieu de semaine. J'ai ici un document qui confirme ce que j'ai dit depuis des années. C'est le ministère de l'Économie et des Finances, un document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. On nous dit ce que le Sénégal va récolter les 3 prochaines années, et du gaz et du pétrole. 2023, c'est 51,6 milliards pour le gaz à Saint-Louis offshore profond et pour le pétrole de Sangomar. Chacun appréciera, est-ce que c'est ce qu'on avait espéré de nos ressources pétrolières? La réaction de l'État n'a pas tardé. Dès le lendemain, la Société des pétroles du Sénégal s'est fendue d'un communiqué dans lequel on peut lire: Considérant que Petrosen est une société nationale détenue à 100% par l'État, celui-ci se retrouve en définitive avec des parts comprises entre 50 et 64% du profit généré par le pétrole et le gaz, compte non-tenu des obligations fiscales de la compagnie étrangère. Cet économiste confirme ces chiffres. Le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, une entité sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, rappelle que l'État s'est suffisamment entouré de garde-fous pour tirer profit au maximum des ressources issues des hydrocarbures. Pour 2023, la première année d'exploitation, 2023-2025, nous attendons 888 milliards, dont 51 vont arriver l'année prochaine, dans le budget au Trésor. Maintenant, il y a la part de la DGID, ça c'est les impôts. Et les impôts, et naturellement les impôts sur les sociétés et autres taxes qui permettent à l'État du Sénégal d'engranger de 52 à 64% du profit oil. Il souligne que le profit oil, c'est le bénéfice tiré de l'exploitation, différent de la production ou le coût d'investissement, particulièrement lourd des compagnies et qui est amorti au fur et à mesure. C'est à peu près 500 millions par jour d'exploitation. Et le Sénégal n'a pas pour le moment ces moyens. Mais on va aller vers le même système que Aramco. C'est-à-dire, on va arriver où l'État du Sénégal aura une souveraineté totale dans les années à venir, une souveraineté totale dans la production. Et évidemment, faire de la sous-traitance de services. Mais avant d'en arriver là, il faudra une dizaine, voire une vingtaine d'années, compte tenu du volume d'investissement requis. Ce spécialiste est convaincu que notre pays s'est prémuni de ce qui est communément appelé la malédiction du pétrole, en ce sens que le Sénégal s'est engagé dans les prochaines années à diversifier au maximum les sources de revenus de l'État afin d'éviter la dépendance aux hydrocarbures. Vous l'avez compris, donc, les recettes des hydrocarbures attendues dès l'année 2023 et le budget également de l'année 2022-2023 sera voté à l'Assemblée nationale. C'est dans quelques jours. C'est d'ailleurs le sujet de Coin Écho de ce soir. Et pour en parler, M. Mamadou Ndiaye est déjà en place avec son invité sur ces recettes attendues qui fait déjà débat entre des opposants et les sociétés d'exploitation. Monsieur Mamadou Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Awa. Alors, c'est à vous. Oui, plaisir de recevoir donc le professeur Missa Babou, qui est un économiste réputé. Alors, professeur, nous avons suivi l'élément. Il y a beaucoup de spéculations autour justement d'un produit qui lui-même est hautement spéculatif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Oui, il y a débat. Je vous salue d'abord. Merci. Je salue tous vos techniciens. Et oui, il y a débat parce qu'en fait, le sujet est d'importance. Tout à fait. Les Sénégalais attendent beaucoup de ce pétrole et de ce gaz parce qu'on nous a vendu de l'espoir. Oui. Mais moi, quand j'ai entendu les premiers chiffres de débat entre 51 milliards et 59, Petrosen et
le Thiessois. Mm-hmm. J'ai dit, mais il n'y a pas de débat. Parce que quand même, quand on caracole autour de 50 milliards, oui. Pour toute une année de 2023, mais il faut arrêter. Mm-hmm. Donc, je crois que tout est en fait dans les contrats. Mm-hmm. Et quand j'ai entendu mon ami économiste dire que 50 à 60%, pas des revenus, mais des bénéfices pétroliers vont revenir au Sénégal, j'ai dit, mais où sont les autres éléments du contrat? Parce que quand tu es actionnaire, mais tu prends dans les bénéfices aussi. L'État du Sénégal ne peut pas prendre plus de 60% de ce bénéfice pour laisser quoi à l'entreprise. Encore qu'on sait que dans ces gros investissements, mais il y a de l'exonération fiscale. Et c'est très normal. Quelqu'un ne peut pas investir des milliards et des milliards sans exonération. Donc, franchement, je crois que c'est un sujet quand même de spécialistes. Je ne suis pas spécialisé dans ça. Oui. Mais je crois que ça augure une déception pour le commun des Sénégalais demain. Alors, parce qu'en fait, tout ceci est venu justement de l'élaboration du budget en cours. Ouais. Et tout de suite, on a dit peut-être que bon, voilà, on incorpore les recettes à tirer du pétrole, de l'extraction du pétrole et de sa vente. A-t-on anticipé ou c'est normal. L'anticipation. Comment s'élabore justement un budget? Voilà. En fait, l'anticipation est normale. Un budget est fait de prévisions. Les recettes de l'année prochaine évaluées sont des impôts, des taxes, des redevances. En fait, c'est comme l'or, quoi. Ce que rapporte l'or et ce que rapporte le pétrole. Ce qu'on appelle, il y a des donc recettes fiscales et parafiscales. Et ensuite, maintenant, on l'a évalué à 4 000 milliards pour l'année prochaine. C'est ça. Bon, donc ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Et à côté de ça, pour compléter jusqu'à 6 400 milliards, on a dit, bon, on va après emprunter le reste, les 2 400 milliards. Moyennant peut-être une tranche de 300 milliards qu'on appelle don. Mais bon, nous, dans notre jargon, un don est remboursable. En général, c'est un faux ami. C'est un faux ami. Oui, en économie. Oui, mais on dit don. Mais même si c'est un don non remboursable, il va de soi qu'on va emprunter au-delà de 2 000 milliards. Or, nous sommes dans une situation d'endettement colossal. Nous sommes à 73,8%, on a dépassé largement en fait l'horizon des 70%. C'est en fait un rapport de la Banque mondiale qui l'a révélé, je crois, il y a 2 semaines. Tout à fait. Donc, voilà des prévisions qui sont accompagnées effectivement aussi de prévisions de dépenses. Oui. Parce qu'un budget doit être équilibré. Est-ce que les prévisions aussi doivent être un peu plus réalistes? Tenir compte des facteurs environnementaux, mais en même temps aussi peut-être des aléas de la situation économique. Quand on sait que nous sommes en crise et que les revenus des personnes ne suffisent plus à acheter ce qu'ils achetaient avant, on doit quand même reconnaître que le marché est en train de se rétrécir. Et dans ce cas, si on vend moins, il y aura moins de TVA. Et quand on vend moins, même l'entreprise diminue sa production. C'est une situation qu'on appelle stagflation. En fait, on n'arrête pas la production, on ne renvoie pas les travailleurs. Tout à fait. Ça, si vous le faites, vous tombez dans ce qu'on appelle récession. Mais dans une situation de je fais attention dans ma production, oui, parce que le marché n'est plus près de ce qu'il était, nous sommes dans une stagflation. Mais dans ces conditions, plus le fait que vous avez, depuis presque 6 mois, dit que je vais annuler des TVA sur le pain, des TVA peut-être sur le riz. Donc, fatalement, une fiscalité qui ramasse de l'argent sera appauvrie. On est même allé jusqu'au droit de douane pour essayer de jongler pour diminuer les coûts de certains produits importés. Et bien, dans ces conditions, je me suis posé moi-même une question, mais comment on peut passer à 4 000 milliards de recettes et d'autant que 50 milliards de pétrole ne peut pas faire une affaire quand même. Oui, ne résolve pas. Voilà, donc c'est à eux peut-être de répondre à cette question, mais moi, ça me désole. Alors, à ces incertitudes va s'ajouter aussi un autre aléa, lié sans doute aux fluctuations justement du dollar, qui est la monnaie sur laquelle est libellé effectivement le pétrole qu'on va vendre. C'est plutôt l'euro qui a perdu de la valeur. Okay.
Et puisque le dollar maintenant presque est équivalent à l'euro, alors qu'avant, avec 1 euro, on pouvait avoir une marchandise avec $1 et presque et demi. Maintenant, 1 euro égale $1, donc la marchandise qui nous coûtait moins de $1 coûte $1. Ce qui fait que nos importations, et malheureusement, puisque nous sommes un modèle d'importation, nos importations vont devenir plus chères. Alors ça, c'est un facteur monétaire, à côté maintenant de tous les autres facteurs exogènes que je n'ai pas cités. Mais effectivement, comme vous le dites, la situation mondiale, en tout cas avec tous ces facteurs exogènes, ne nous facilitera pas l'avenir. Mais quand un dollar est à la hausse, ou bien il est à la baisse, c'est selon les prévisionnistes du ministère de l'économie et des finances, donc table sur justement ces deux variables-là, ne serait-ce que pour déterminer un peu les seuils de rentabilité peut-être du pétrole qui va être vendu. Quelle est la meilleure option pour le Sénégal? Est-ce que c'est $1 à la baisse ou bien c'est $1 à la hausse? $1 à la hausse, parce qu'en fait, le commerce mondial se fait avec le dollar. Avec le dollar, oui. Je dois rappeler peut-être. Pour 100% justement des échanges internationaux. Oui. Et là, je dois rappeler pour l'histoire du dollar, que le dollar a été dévalué. Une dévaluation qui n'a pas... Voilà, parce que c'était technique. Depuis la guerre du Golfe, en Irak, quand les États-Unis sont partis et que les Européens ont refusé. Alors, Bush, qui était là-bas, je crois, leur a dit... il les a déjà insultés, la vieille Europe. Et à partir de ce moment, ils ont dévalué leur dollar pour être une petite monnaie. Et on a laissé l'euro. Dans ces cas, c'est comme quand on nous dévaluait. Vous favorisez vos exportations et pratiquement vous diminuez vos importations. C'était ça en fait le jeu que Bush a mis en place. C'était pour excusez-moi le terme, mais emmerder un peu les Européens et donc les mettre en difficulté. Si les recettes qui sont attendues ne couvrent pas un peu peut-être les besoins des Sénégalais. Ça arrive tous les ans. Serons-nous dans une situation de déception ou dans une situation encourageante? Non, déception forcément, parce qu'en fait, le problème c'est que vous avez mis dans chaque ministère des dépenses, qui un puits, qui une route, qui je vais subventionner. Et maintenant, si vous n'avez plus les moyens de cette route-là, ou bien de ce puits-là, effectivement, il y a une déception même au niveau du ministère. Et les objectifs ne seront pas atteints. Mais ça nous arrive plusieurs années, et quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'Assemblée. On va encore appeler les députés pour leur dire, hey, ce qu'on avait prévu, on ne l'a pas. Il y a un déficit, je crois, je peux me tromper sur les chiffres de l'année dernière, de presque 400 milliards. Alors, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec 400 milliards? Donc, quels sont les projets de l'État qui ont été impactés? Sachant que, au moins, il y a une garantie sur deux choses. Le remboursement de la dette sera toujours remboursé 100 milliards environ. Les salaires seront toujours payés. Maintenant, reste ce qui reste. Et c'est ce qui reste là qui pose problème. Alors, ça va? Bon, je sais pas... Ok, donc tu continues. Mais que faut-il faire justement pour une judicieuse exploitation de la ressource pétrole? Ouais, moi, je crois que tout est parti de contrats. Ce sont des contrats léoniens. Vous savez... Ndiaye, nous sommes un peu victimes de ce qu'on peut appeler la colonialité. C'est un principe de domination, échange inégal, ce qu'on a appris à l'école. Jusqu'à présent, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en phase avec notre développement personnel, en tant que pays, je dis. Ce colonialisme qui nous a imposé cet impérialisme-là nous a mis hors de notre autosuffisance alimentaire. Je rappelle même pour cela qu'un roi du Sine qui s'appelait Koumando Fendiouf Famak avait interdit la culture de l'arachide. Et il avait dit on mange le mil que nous produisons. Oui, genre sorgho, genre maïs. Il avait interdit la culture de l'arachide. Parce qu'on ne mange pas ça. Ce sont des cultures de rente qui alimentent en tant que matière première les industries étrangères. Et même le tracé justement du rail explique un peu pourquoi peut-être les Européens se sont focalisés sur ces zones. Voilà, donc en fait, nous sommes peut-être nés avec nos problèmes. Il nous faut une révolution pour quand même nous remettre peut-être sur quelques rampes de développement. Et parce que je crois que nous avons aussi les moyens de le faire. Franchement, on a les moyens
petit à petit, step by step, comme on dit, d'aller quand même de l'avant et de soulager les Sénégalais. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est ça. On aura beau mettre même un avion qui va nous ramener la Lune, mais si on ne mange pas, si on ne boit pas, je crois que ce sera toujours fatal pour le peuple sénégalais. Et les budgets doivent être des budgets quand même raisonnables, accessibles aussi. Accessibles parce que ce qu'on a dit, on l'aura. Et sans trop compter sur un endettement qui creuse le déficit, qu'on appelle le déficit budgétaire, qui cette année va dépasser les 5%, alors que la norme est de 3%. Donc voilà à peu près un cadre légal dans lequel on pouvait nous contenir et essayer peut-être d'aller de l'avant. Nous avons la ressource qui est le pétrole. Oui. Peut-être que de ce pétrole très faible, n'est-ce pas? Oui. Mais nous allons aussi en tirer des ressources. Comment parvenir à gérer et la ressource et les ressources extraites justement de la source? Je n'ai pas compris la question. La source, c'est le pétrole. C'est le pétrole. Les le ressources, gaz. Les ressources, ce sont les recettes tirées du pétrole. Oui. Maintenant, comment combiner les deux pour qu'au moins il y ait une pérennité d'exploitation d'abord de la ressource, mais avec aussi une prévision de gestion plus saine, n'est-ce pas, de la ressource, pour ne pas être sujet à des spéculations. Est-ce que l'or n'est pas un exemple fini? On n'a que 50 milliards de redevances, entre 40 et 50 milliards de redevances dans notre or national depuis presque 20 ans et rien n'a changé. Et je crois que les contrats léoniens étant signés, peut-être que ce ne sera pas aussi mauvais que l'or, parce que là les quantités sont énormes, mais je n'attends pas davantage que peut-être ce qu'on avait dit dans un séminaire, que ça doit rapporter au bas mot 500 milliards par année. Mais 500 milliards rapportés au budget de 6400 milliards ne fait même pas 1%. Donc, moi, je ne voudrais pas quand même qu'on mette les Sénégalais dans un espoir virtuel qui peut-être ne sera jamais réalisé. Il faut qu'ils nous disent ce qui est possible. Nous avons toujours vécu sans gaz, sans pétrole. Oui. On a bien travaillé. Les Sénégalais, si vous voyagez dans la sous-région avec ces pays de pétrole, Gabon, Cameroun, etc., vous allez vous rendre compte que nous sommes des travailleurs. Parce qu'on n'a jamais compté sur ça. Mais dans ces pays-là, les gens ne travaillent pas parce que tout le monde compte sur le pétrole. Donc, bravo les Sénégalais, mais je crois qu'il ne faut pas nous faire rêver pour demain nous amener dans la rue pour réclamer peut-être quelque chose qui n'existe pas. En quelque sorte, le pétrole ne doit pas nous déraciner pour nous aliéner les autres sources de richesse que nous avons. Mais des exemples précis. Je suis allé dans un pays où il n'y a pas de poulet, il n'y a pas d'œuf. On ne cultive même pas. Tout le monde vit du pétrole et de l'État en tant que fonctionnaire, sauf les chauffeurs de taxi. C'est ça que j'avais constaté. Mais nous, au Sénégal, nous sommes marailleurs, nous sommes pêcheurs, nous sommes agriculteurs, nous sommes... En fait, les Sénégalais, là, ils sont de grands travailleurs. nous manquons peut-être de moyens, mais je crois que c'est un très beau pays qui peut se développer tout seul avec nos propres moyens. Maintenant, la volonté politique, les orientations politiques sont peut-être le problème. Parce qu'il nous faut aussi que ces gens-là comprennent qu'il ne sert à rien de mettre un stade ou bien un pont là où la pêche se meurt, là où l'agriculture se meurt. Quand on importe 1 million de tonnes de riz, moi je dis, où sont les chiffres qui nous avaient toujours communiqués? 1 million de tonnes, je vous dis. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais alors pourquoi ne pas aller dans le sens de la résorption de ce gap, aussi bien pour l'oignon que pour le riz, que pour... Mais arrêtons donc de nous mentir nous-mêmes. Il nous faut, je crois, prendre conscience que notre devenir, c'est dans la souveraineté. Dans tous les domaines. Tout à fait. Et l'autonomisation, je ne dis même pas du Sénégal, mais l'autonomisation de l'Afrique, il est temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, pour un rien, pour un oui, pour un non, on te dit qu'on a fermé les frontières. Si ce n'est pas Gouana, c'est Ukraine, et demain, ce sera quoi? Et on n'est même pas à 3 mois de sécurité alimentaire. Et ça, c'est extrêmement grave. Je crois qu'il nous faut nous protéger nous-mêmes et faire des réorientations dans le sens du développement local, du développement tel que, en tout cas, l'ont défini quelques grandes institutions comme le PNUD. C'est un béaba, manger, boire, quand même se sécuriser avec l'électricité et avoir un habitat. Il faut construire
comme HLM, comme SICAP, ce qu'on faisait, il faut encore le faire. Le Sénégal lambda, enseignant comme moi ou bien un médecin, ne peut pas se faire taper une maison de 80 millions. Il faut construire, nous donner et nous demander 100 000 francs par mois. Donc voilà, ce sont des thèmes quand même sur lesquels je crois qu'on n'a pas beaucoup philosophé et qui peuvent être quand même le socle du développement de l'Afrique et du Sénégal. Oui, c'est un très beau plaidoyer, mais la question ne s'épuise pas en moins de 20 minutes. On aura d'autres occasions d'y revenir. Professeur, je vous remercie beaucoup parce que les éclairages que vous apportez permettent aux Sénégalais quand même d'avoir les pieds sur terre et d'être beaucoup plus réalistes. Je vous remercie. C'est moi. Merci à vous, M. Mamadou Ndiaye. Merci au professeur Meissa Babou. Coin Éco qui revenait sur les parts des recettes budgétaires attendues sur l'exploitation du pétrole et du gaz à la veille de l'ouverture de la session budgétaire de l'année 2022-2023. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. La suite de la Totale dimanche, juste après le 19h45, le bulletin d'information se retrouve. Rebonsoir, c'est parti pour la deuxième partie de la Totale dimanche. Place à la rubrique environnement avec l'urbanisation croissante, la forte présence des arbres dans la capitale, Dakar, revêt de plus en plus d'une grande importance. Mais ceci n'est pas privilégié au Sénégal, selon Bachirou Gueye. Il est technicien horticole et du paysage. Il nous parle de mauvaises politiques d'urbanisation et donne ici quelques solutions pour sauver ces arbres face à l'urbanisation grandissante. C'est un reportage d'Ami Diouf. Ils sont censés nous procurer de l'ombre, embellir notre cadre de vie sans compter le rôle de séquestration de carbone. Et pourtant, avec l'urbanisation à outrance, le patrimoine vert de la capitale sénégalaise ne cesse de perdre du terrain. J'ai vu Dakar à l'époque où je l'ai connu, particulièrement des années 60 à 80. Et aujourd'hui, Dakar me semble être une poubelle. Parce qu'à l'époque, il y avait des jardins fleuris, arborés, qui faisaient directement la joie des gens qui voulaient découvrir l'île, la presqu'île du moins. Nous avions des plantations héritées du colon. On en a rajouté à la préparation du premier festival mondial des arts nègres. Et Dakar se parait vraiment avec ces arbres qui faisaient la fierté exactement de la population. Ça faisait vraiment une verdure très belle. La situation d'aujourd'hui comparée à la végétation de Dakar d'hier, le spécialiste en déduit une mauvaise politique d'urbanisation. L'urbanisation est devenue sauvage parce que derrière nous ici, au Mariste, il n'y a pas d'impact environnemental quand ils ont voulu installer les cités. Voilà pourquoi ce qui fait ces inondations que vous voyez, et il n'y a pas d'arbres dans ces genres de... Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, l'urbanisme végétal s'impose selon Bachirou Gueye. À Dakar, par exemple, ce qui a changé le climat, c'est un manque de plantation et de plantes. Il n'y a pas d'air de repos. Parce que quand il n'y a pas d'arbres, quand il n'y a pas de forêt, quand il n'y a pas de plantation, mais le climat a tendance à changer. Il y a la chaleur torride, il y a tout ce qui se passe, il y a les vents qui viennent. Pour sauver les arbres face à l'urbanisation, le technicien horticole propose une bonne politique et un changement de comportement de la part de la population. C'est des plantations d'accompagnement et faire l'éveil des masses, surtout pour le dire qu'il faut planter les arbres. Comme on avait fait à l'aube de l'indépendance, la politique, moi je dirais, à chaque autorisation de construire, il faut faire de sorte que les gens puissent mettre des jardins ou des plantations, surtout dans les cités, qu'ils préparent des aménagements pour permettre aux enfants d'avoir des aires de jeu.
L'arbre, une nécessité dans une ville, mais il tend à disparaître, menacé par l'urbanisation au Sénégal. Protégeons les arbres pour un avenir meilleur, lance le spécialiste. Et ailleurs, nous mène ce soir à Mbour, capitale de la Petite Côte. Fort de ses belles plages et ses 2 stations balnéaires constitue le poumon du tourisme au Sénégal, avec son port de débarquement de poissons qui est second après Dakar. L'aéroport international Blaise Diagne et un important dispositif d'infrastructure routière. Mbour se positionne désormais comme le pôle de développement le plus attrayant du pays, ou plus tard, dans quelques années, au Sénégal. Muntaga Kane et Mamadou Ba signent le reportage. Mbour, capitale départementale de la Petite Côte, a le double mérite d'avoir un large accès à la mer et un continent fertile. La côte, qui est sableuse et belle à voir, a vite attiré les investisseurs qui ont construit des hôtels dans la station balnéaire de Saly. Avec la création de la nouvelle station balnéaire de Pointe-Sarène et la multiplication des infrastructures routières, Mbour se positionne comme un pôle de développement qui centralise toutes les autres communes, telles que Sandiara, qui polarise un fulgurant dispositif d'essor économique, pour ne citer que celle-là. Du point de vue touristique, l'AIBD, véritable levier de développement du secteur, porte en lui les espoirs d'un nouveau départ vers des lendemains meilleurs à tout point de vue. Mbour, qui est le second port de pêche et de débarquement du Sénégal après Dakar, qui, rien qu'en 2020, a débarqué 129 086 000 tonnes de poissons. L'année suivante, 80 640 000 tonnes sont sorties des entrailles de sa mer en perte de ressources halieutiques. Dès les années 80, les populations de l'intérieur du continent, chassées par la sécheresse, se sont ruées vers Mbour, qui leur offre sa mer et ses hôtels, pourvoyeurs de main-d'œuvre. Avec l'AIBD, ses belles plages, sa mer, sa proximité avec la capitale, Mbour est parti pour devenir le poumon économique du Sénégal d'ici à quelques années. Pour tranche de vie, ce soir, un portrait croisé entre Mame Diarra Fam et Koura Ndiaye, alias Koura Macky, 2 parlementaires qui présentent des similitudes, fort caractère et verbe sont ce qui les définissent pleinement. Malgré cela, elles se distinguent de par leur parcours politique. Si Mame Diarra Fam a 2 mandats à l'Assemblée nationale, Koura Macky, elle, vient d'arriver et les novices à l'hémicycle. Leur portrait croisé dressé par Alioune Sow. Élu député en 2017 sous la bannière de Manko Wattu Sénégal, Mame Diarra Fam était dans la liste de l'Europe du Sud. La dame a marqué la 13e législature de par son engagement et sa verve. Mame Diarra se fait remarquer lors des sessions, elle qui s'exprimait en wolof et en italien au nom de la diaspora sénégalaise d'Europe du Sud. Man, en tant que député, qu'est-ce que suma parrainé qui war na mëna nek xana président. Une lionne qui ne mâche pas ses mots pour torpiller le pouvoir. Parfois même, elle n'hésite pas à attaquer directement ses collègues députés. Boubou, non portable au président Macky Sall. Moi. Comportement qui lui a donné une notoriété dans la sphère politique sénégalaise. Députée de la diaspora en 2017, Mame Diarra est inscrite sur la liste de l'intercoalition Yewwi Wallu du département de Pikine lors des élections législatives du 31 juillet 2022. Elle est reconduite à l'hémicycle. Si l'opposition dispose de Mame Diarra Fam, de par ses positions tonitruantes, le pouvoir a dans ses rangs Koura Ndiaye, alias Koura Macky, à l'hémicycle, une femme qui s'érige toujours en bouclier avec son gun, avec pour munition des mots pour défendre le chef de l'État. Mame Diarra Fam, li may wax rek xamante wuñu man ak moom liggéey moo ñu boole kon na ca dal. Des positions qui lui ont même valu son surnom. Élue pour la 14e législature, elle sera attendue lors des débats et des propositions de loi. Certes, les parcours politiques des 2 dames sont différents, mais elles présentent des similitudes. Koura Macky et Mame Diarra Fam sont des personnages avec de forts caractères et ne passent pas inaperçus.
Le bouillon culture, la barbe, souvent perçue comme l'incarnation du mal chez l'homme, mais pas que. Elle a longtemps été le symbole de sagesse. Désormais, porter la barbe est devenu un effet de mode, un élément de masculinité. C'est un reportage signé Aïssatou Kane. Marqueur social et symbole de sagesse, la pilosité faciale force aussi le respect. C'est ce que laisse penser Babacar Meissefei, sa barbe blanchit avec le temps. La barbe, c'est un signe de respect, un signe de sagesse. Et je vois les jeunes maintenant qui portent la barbe un peu partout. Mais moi, ma barbe, personnellement, je l'ai eu au sortir d'une hospitalisation que j'avais. Depuis maintenant, je porte la barbe. Les jeunes qui sont là, ils me saluent avec les deux mains. Et quand j'allais dans les mosquées, les gens me saluaient correctement. Et quand tu croises des jeunes dans la rue, ils vous disent « papi, papa ». Alors il n'y avait plus de grands. Faire le choix d'arborer une barbe pousse à avoir un comportement exemplaire. La barbe me fait du bien parce que la barbe, en plus d'être un signe de respect, c'est un signe de la religion. Au niveau du mouvement reçu où je suis membre, on m'appelle le sage, je fais partie des sages. Quand vous la portez, vous avez un comportement, vous devez être très sérieux, vous devez respecter, on ne doit pas vous voir dans certains endroits. De nos jours, la barbe semble avoir viré de bord. Elle est devenue une tendance chez les jeunes, une mode assortie à la masculinité, la virilité. Moi, je l'avais fait par plaisir. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai ça. Mais ça dépend parce que 85% font ça à cause d'un fan footballeur ou bien de fan basketteur ou bien de fan musicien. Les autres font ça par la religion. Bon, comme j'ai l'habitude de le dire, ça c'est un don de Dieu d'abord, parce que tout le monde n'en a pas. Bon, d'autres disent que ça peut être la mode, d'autres ne peuvent pas tenir comme de la mode. Mais comme étant au XXIe siècle, donc voilà, il y a des belles choses qui passent. On limite aussi. D'ailleurs, à part les sunnites pour qui la barbe est une distinction, la pilosité faciale chez les jeunes relève moins de la sagesse, mais plutôt de la mode. La plupart du temps, c'est plutôt pour la mode, sauf une certaine levée de religion, les ibadous qui portent les habits, qui ne traînent pas. Vous vous habillez comme eux, vous portez la barbe, ils savent que vous n'êtes pas sunnite. Vous ne savez pas donner à tout le monde de porter la barbe. Il y en a qui utilisent même certains produits pour faire ressortir la barbe. Broussailleuse, courte ou bien taillée, jeunes comme personnes âgées, se laissent pousser cet attribut pileux. Derrière tous ces symboles se révèle entre autres la symbolique politique de la barbe. Aïssatou Kane a réalisé ce sujet. Elle est d'ailleurs sur ce plateau avec nous. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir. Alors la barbe, effet de mode ou pas, le port de barbe est donc signe de sagesse. Oui, c'est vrai, ça se dit, mais pas que quand même, parce qu'il faut savoir que la barbe renferme plusieurs significations et elle a servi divers dessins. Par exemple, dans l'Égypte antique, là-bas, la barbe est signe de souveraineté, de noblesse. Parce que chez les pharaons, quand vous voyez, quand ils la portaient, c'était plutôt un signe de noblesse et de souveraineté. Maintenant, chez les Grecs, par contre, eux, quand on parle de barbe, quand ils portaient ça, c'est surtout chez les philosophes. La barbe était symbole de sagesse, mais aussi d'expérience. On disait qu'ils ont beaucoup d'expérience. Par contre, chez les Romains, eux, ils ont tendance à penser que le port de la barbe est plutôt vu comme associé à la misère, à la négligence. Donc, pour eux, ils ne portaient pas de barbe. Ce n'est pas qu'ils étaient des imberbes, mais ils se rasaient
très souvent. Chez nous, la barbe broussailleuse, dense, longue et blanchie avec le temps, portée par nos grands-parents, était signe aussi de sagesse, mais aussi de vieillesse. Donc, il faut savoir aussi que là, ça fait partie de la sunna du prophète qui enjoint les hommes à porter la barbe parce que ça relève de la fitra, de la plénitude, de l'apparence masculine, mais aussi de leur beauté. Voilà, la barbe signe symbole de sagesse, mais ce n'est pas tout à fait tout le monde qui porte la barbe qui est sage. La preuve, de plus en plus, la barbe a viré de bord. On voit beaucoup de jeunes qui portent la barbe. Alors... Oui, effectivement, vous avez parfaitement raison. Hein, c'est devenu une tendance, voire même une norme sociale, on peut dire. Parce que maintenant, beaucoup de jeunes arborent la barbe. On le voit, par exemple, des joueurs, des artistes qui portent fièrement cette barbe-là. Et il faut se dire que peut-être c'est un effet de mode pour eux, mais la plupart aussi, c'est un signe de masculinité, de virilité. Et bon, peut-être un coup d'œil à ces jeunes-là qui veulent peut-être porter la barbe, qui n'en ont peut-être pas cette chance, mais quand même de quoi faire tourner aussi la tête des jeunes demoiselles aussi. Merci beaucoup Aïssatou Kane pour tous ces éclairages sur le port de la barbe, symbole de sagesse ou effet de mode. C'est d'ailleurs ce qui met un terme à cette Total Dimanche. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous en compagnie des programmes d'ITV.